un morceau de la transition avec la table ronde qui aura lieu dans un quart d'heure, puisqu'ils ont mentionné à la fois Rouen et Strasbourg, et que nous donnerons la parole à Nicolas Maillard-Rossignol et à Alain Youn. Mais on a voulu faire un zoom, on a voulu s'arrêter au milieu de cette conférence sur un enjeu absolument essentiel, qui est celui de l'énergie, qui est celui de la production électrique. Décarboner les transports, tout ce dont on parle depuis ce matin et dont on va continuer à parler, ça signifie entre autres accroître la consommation d'énergie moins polluante. Or, en ce moment, comme vous le savez, on nous demande plutôt de consommer moins en raison d'une crise énergétique multifactorielle d'ailleurs. Et donc, on a demandé, et on la remercie chaleureusement d'avoir accepté, à Emmanuel Vargon, qui a été secrétaire d'État à l'écologie et ministre du Logement, et qui désormais préside la commission de régulation des énergies, de nous faire un zoom sur comment résoudre ce paradoxe et quelles sont les perspectives consommer moins tout en tirant plus sur le réseau. Comment on va y arriver? Merci beaucoup, Emmanuel. Effectivement, c'est à la fois un petit peu décalé par rapport à la problématique très pratique de savoir comment on fait évoluer nos modes de transport, et à la fois c'est en amont, parce que si on n'arrive pas à avoir suffisamment d'énergie décarbonée, de toute façon, on aura des difficultés. Donc peut-être quelques éléments sur l'état du marché de l'énergie, les enjeux et la crise actuelle. D'abord, sur la vision à moyen terme de l'énergie, on se base maintenant sur des scénarios qui ont été faits par RTE, le gestionnaire de réseau électricité, qui sont maintenant bien partagés, je pense, par toutes les parties prenantes, qui nous projettent à 2050 et qui nous disent que, quels que soient les scénarios, on a besoin premièrement de baisser la consommation d'énergie et deuxièmement d'augmenter en valeur absolue la production et la consommation d'électricité. L'objectif de la politique énergétique, en fait, on a 3 objectifs de politique énergétique qui sont objectivement très compliqués à concilier. Le premier, c'est la transition écologique, décarboner, émettre moins de CO2. Le deuxième, c'est la souveraineté, ne pas être dans la situation dans laquelle on n'est pas sûr d'avoir suffisamment d'énergie pour passer l'hiver. Un objectif qu'on avait un peu oublié, mais qui est revenu au premier plan suite à la crise. Et le troisième, c'est des prix bas pour les consommateurs et des prix bas pour notre industrie, pour la compétitivité. Ces 3 objectifs, ils ne se concilient pas particulièrement bien, parce que dans la période précédente, avant crise, l'énergie décarbonée était plus chère que l'énergie fossile. Donc il y avait un choix cornélien à faire entre est-ce qu'on veut faire la transition énergétique ou est-ce qu'on veut de l'énergie pas chère. Et la réponse que les pouvoirs publics avaient apportée, c'était en gros de subventionner les énergies décarbonées, subventionner les énergies renouvelables et, et réinvestir dans le nucléaire qui, dans cette période-là, coûtait plus cher que les énergies fossiles. Aujourd'hui, on est dans une situation très particulière dans laquelle le prix de l'électricité issue du gaz a été en gros multiplié par 10, enfin entre par 10 et par 20 selon les moments. Pour vous donner des ordres de grandeur en valeur absolue, on était autour de 50 € du mégawattheure avant crise. On a atteint un pic à 1200 € du mégawattheure, prix pour l'année 2023, pour toute l'année. On est maintenant revenu autour de 400, 450, ça bouge tous les jours, mais enfin ça a donc fait en gros x8. Donc dans cette configuration, on n'a plus de problème de hiérarchie entre l'objectif du prix et l'objectif de la décarbonation, parce que les énergies décarbonées, elles sont entre, mettons, 50 et 80 € du mégawattheure, selon ce qu'on prend, donc moins cher que les prix actuels. En revanche, la question de la souveraineté est vraiment posée, parce que la France a été très longtemps exportatrice nette d'énergie, d'électricité en particulier. Et là, l'année dernière, on a importé 220 jours de l'électricité. Sans le marché européen, sans les interconnexions, sans le prix unique de l'électricité sur le marché européen, on n'importerait pas. Et si on n'importait pas, on n'aurait vraiment pas assez d'électricité. Donc ça, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on consomme en gros 500 TWh par an d'électricité. Et selon les scénarios, on est entre 650, 700, voire 800 TWh en 2030-2050 d'électricité consommée pour décarboner, avec comme hypothèse qu'on va par ailleurs baisser la consommation globale d'énergie de 40%. Donc pour tout ça, il faut beaucoup plus d'électricité. Et donc c'est vrai que toutes les politiques d'électrification des transports, de décarbonation des transports, elles ont comme sous-jacent implicite qu'on va régler le problème de la production d'électricité verte en France. Et c'est aussi pour ça qu'on a vraiment besoin des 2 piliers, verdir d'un côté et consommer moins de l'autre, parce que tout ceci est aussi avec des hypothèses de baisse de consommation, et déjà comme ça, c'est difficile à atteindre. Alors, quel est l'impact? Peut-être d'abord la question générale de comment on va faire pour résoudre ce problème, et puis ensuite l'impact sur les transports.
Pour produire plus d'électricité, c'est vraiment la relance à la fois du nucléaire et des ENR, des énergies renouvelables. C'est pour ça que le débat qui a polarisé l'opinion publique pendant 15-20 ans sur est-ce qu'on est pro-nucléaire et contre les énergies renouvelables ou pour les énergies renouvelables et contre le nucléaire, il faut qu'on sorte de ça. En réalité, on a vraiment besoin des deux. On a besoin de plus de nucléaire. Et c'est vrai qu'on a une crise actuelle du nucléaire importante. On a perdu 25% de production d'électricité nucléaire en France depuis 2-3 ans. On était à 360 TWh de production d'électricité nucléaire par EDF. On est cette année 275, 280. On verra bien comment on finit l'année. Donc on a ce problème de maintenance qui était cité tout à l'heure sur les trains et sur les RER, qui est également un problème de maintenance sur les centrales. Donc il faut qu'on arrive à se réapproprier une excellence dans la filière de maintenance et de soutien aux réacteurs actuels. Et puis il faut aussi réussir à relancer du nouveau nucléaire, ce qui de toute façon sera assez lent, puisque au mieux c'est 2035. Et donc en attendant, on a vraiment massivement besoin d'énergies renouvelables, de toutes les énergies renouvelables, de l'éolien offshore, de l'éolien terrestre, du solaire et de d'autres types d'énergie, type géothermie ou autres pour le chauffage. Le deuxième sujet, c'est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser mieux des technologies nouvelles, des vecteurs nouveaux comme l'hydrogène. L'hydrogène peut être produit par de l'électricité verte, peut permettre de stocker et peut être une solution pour les transports. Et donc j'arrive au transport. Si on veut électrifier les transports, et là on parle de la partie qui va rester du transport routier, que ce soit individuel ou collectif, c'est-à-dire que ce soit de la voiture ou que ce soit des transports en commun, on a en gros le moteur électrique avec batterie ou l'hydrogène. L'hydrogène, c'est quand même plutôt envisagé pour les camions, pour les transports lourds, pour les transports collectifs et d'ailleurs aussi pour les trains. Ça a pour l'instant pas tellement de sens d'imaginer la voiture à hydrogène. Il y a quelques expériences, il y a des taxis à hydrogène à Paris, mais compte tenu du poids des caractéristiques physiques, la première utilisation dans les transports, c'est quand même plutôt pour des camions ou pour des bus. Ça suppose qu'on soit capable de produire de l'hydrogène vert, parce que si l'hydrogène il est produit avec une technologie qui émet du CO2, on n'a pas franchement fait progresser les choses. Donc ça, c'est tout l'enjeu du développement de la filière hydrogène en France. Et ça ramène à la question électricité, puisque comme l'hydrogène, il n'est pas de rien, mais qu'en gros, on le produit par électrolyse de l'eau avec de l'eau et de l'électricité, il faut bien qu'on ait de l'électricité verte avant pour la produire. Et puis après, il y a l'électrification directe, le développement de la voiture électrique, avec à la fois les questions de prix des véhicules et après les questions de recharge. Et du coup, je vais peut-être finir sur le point qui est le plus directement associé à la discussion d'aujourd'hui, qui est l'impact sur les réseaux et la manière dont on maille le territoire. Parce que pour tout ça, il faut des bornes de recharge, que ce soit d'ailleurs pour l'hydrogène, pour les transports collectifs ou pour les camions, ou que ce soit pour les voitures électriques. Et ces bornes de recharge, il y a un petit côté poulet-œuf pour savoir comment on fait pour mettre suffisamment de bornes pour qu'il y ait suffisamment de voitures électriques et comment il y a suffisamment de voitures électriques au moment où il y a suffisamment de bornes. Il y a en fait une opportunité assez forte pour les réseaux électriques sur la question de la recharge et des bornes. Parce que la description que j'ai faite sur les enjeux électriques montre que la production va être de plus en plus décentralisée. C'est-à-dire qu'on va passer d'une production qui était essentiellement sur un nombre fini de sites qui sont des très gros sites de production. J'ai cité le nucléaire, on peut aussi citer l'hydroélectricité, à une production qui va être beaucoup plus localisée, beaucoup plus éparse. Il y a un chiffre qui est intéressant, c'est on a atteint 600 000 points de connexion d'installations qui injectent de l'électricité sur les réseaux en France, alors que dans les années 70-80, c'était quelques milliers. Quelques milliers parce que c'était les grosses installations de production, et c'est 600 000 parce que le moindre endroit qui a un panneau solaire peut potentiellement injecter sur les réseaux. Au fur et à mesure qu'on aura besoin de bornes de recharge, ces bornes de recharge vont tirer sur le réseau. Donc ces bornes de recharge, elles sont soit chez les particuliers, soit en gros sur la voie publique. Elles vont tirer sur le réseau, mais elles peuvent être aussi un élément de gestion du réseau. C'est ce qu'on appelle le vehicle to grid, c'est-à-dire le fait que finalement, avoir une voiture avec une batterie, c'est à la fois quelque chose qui va consommer, puisque vous allez arriver à la borne, vous allez tirer sur le réseau,
Mais potentiellement, si c'est géré de façon intelligente, ça peut aussi être un lieu de stockage, c'est-à-dire vous pouvez d'une certaine manière stocker de l'électricité produite par du renouvelable dans la batterie à un moment où c'est le bon moment, parce qu'il y a du soleil, parce qu'il fait jour, parce qu'il y a du vent, et réinjecter après sur le réseau. Donc c'est à la fois une difficulté supplémentaire, enfin un défi supplémentaire pour les réseaux électriques, et à la fois une solution possible dans la gestion fine de réseaux qui étaient habitués à avoir des grosses centrales qui produisaient à un moment où on voulait qu'elles produisent et qui maintenant voient arriver une multiplication de petits sites de production. Et du coup, je pense que c'est un enjeu intéressant parce que dans l'aménagement du territoire, dans les politiques des collectivités, la question de l'installation d'infrastructures de recharge, elle est couplée avec la production possible d'énergie renouvelable et couplée avec des modes de stockage intelligents. Et puis, je finirai par là, pour la recharge individuelle chez soi, un choix a été fait par les pouvoirs publics il y a quelque temps, et je pense qu'il est bon, qui est de dire on va faire financer par tout le monde, donc par la péréquation, l'installation de bandes de recharge à domicile. C'est-à-dire le coût du raccordement est payé par le tarif d'utilisation du réseau. Dans votre facture d'électricité, vous avez le prix des kilowattheures que vous consommez, qui est donc, a été multiplié par 10, mais vous avez aussi le prix d'utilisation du réseau. Et c'est un prix unique France entière qui finance un certain nombre de charges de services publics. Et ça financera, ça finance déjà, les coûts des raccordements individuels. Ce qui est une manière de dire qu'on investit tous pour pouvoir installer plus facilement, que ce soit en individuel ou en copropriété, des infrastructures de recharge. Donc voilà, en conclusion, l'électricité, ce n'est pas un acquis, c'est-à-dire c'est maintenant devenu un énorme enjeu de savoir comment on va faire pour en produire suffisamment verte et suffisamment pas chère. Mais après, les transports décarbonés et l'électricité, c'est un système qui va s'équilibrer avec des opportunités, des enjeux, des difficultés et des opportunités des deux côtés. Et donc, c'est probablement à prendre en compte dans une politique locale de transport décarboné. Merci.